Alors, est-ce qu'on devrait pouvoir tout acheter? Je veux dire, vraiment tout. Un ami? Un rein? Ou même l'accès à la justice? C'est une grosse question. Aujourd'hui, on plonge dans la pensée du philosophe Michael Sandel. Lui, il nous met en garde contre quelque chose qu'il observe, notre économie de marché qui glisse tranquillement vers une société de marché. Un monde où finalement presque tout est à vendre. On va donc décortiquer ces arguments ensemble pour voir pourquoi, selon lui, l'économie, c'est jamais une science qui est moralement neutre. Voici le plan de match. D'abord, on va se pencher sur la question centrale que Sandel met sur la table. Ensuite, on va regarder sa thèse sur les failles de l'économie moderne. Après ça, on attaque ses deux arguments principaux, l'effet de corruption et l'effet d'éviction. Puis, on finira avec la grande conclusion de sa réflexion. C'est parti! Bon, pour commencer, Sandel nous met au défi avec une question de recherche qui ne passe pas par quatre chemins. Cette question-là, elle a l'air simple, mais en réalité, elle est hyper complexe. C'est vraiment le fil conducteur de tout son article. Son hypothèse de départ, elle est assez claire. Non, tout ne devrait pas être à vendre. Il existe bel et bien des limites morales au marché. Pour bien nous faire comprendre son point, il utilise cette comparaison qui est franchement brillante. C'est sa première étape de conceptualisation. Pensez-y. Dans le cas de l'amitié, le simple fait d'acheter le service, ça détruit la nature même de ce qu'on veut. Un ami payé, ce n'est plus un ami. Par contre, pour un rein, la transaction monétaire, elle, ne change pas l'utilité de l'organe. Un rein acheté fonctionne. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si l'argent peut acheter un rein, mais bien s'il devrait pouvoir le faire. Et c'est là que toute la dimension morale embarque. Ce qui nous amène directement au cœur de sa critique. Si la question est morale, comment ça se fait que l'économie moderne semble complètement incapable d'y répondre? Pour Sandel, le problème fondamental est là. Et voici son diagnostic. Ce qu'il critique, ce n'est pas le capitalisme en soi, mais plutôt l'espèce d'impérialisme de la logique du marché. L'idée que les mécanismes de prix et d'échange s'appliquent soudainement à des sphères de nos vies, comme la santé, l'éducation, la citoyenneté, qui, avant, étaient régies par d'autres types de normes. Et voilà sa thèse, formulée noir sur blanc. Transformer chaque chose en marchandise, ce n'est pas un geste neutre. Ça a un coût moral. C'est une affirmation assez forte qui va pas mal à l'encontre de la pensée économique dominante. C'est ici qu'il pointe du doigt le coupable, si on veut. L'économie, en se présentant comme une science purement objective qui décrit le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, eh bien, elle se lave un peu les mains des questions éthiques. Pour Sandel, c'est une sorte de démission intellectuelle, parce qu'au fond, on ne peut pas décider où tracer la ligne du marché sans faire de la philosophie morale. D'accord. Entrons maintenant dans le premier grand argument de Sandel. Pour nous démontrer sa thèse, sa méthodologie s'appuie sur des études de cas qui sont, disons, assez frappantes. Premier exemple, le commerce des fameux line standers à Washington. C'est simple. Des lobbyistes qui n'ont pas le temps de faire la file paient des compagnies qui, elles, embauchent des gens, souvent des sans-abri, pour attendre des heures à leur place et leur garder un siège. Et ça peut monter très, très haut. Pour des causes historiques, comme celle sur le mariage pour tous, un siège pouvait se vendre jusqu'à 6 000 $. D'un point de vue purement économique, on pourrait dire que c'est efficace. Le lobbyiste obtient son siège et la personne payée a un revenu. Tout le monde est gagnant, non? Mais est-ce que c'est vraiment si simple? C'est ici que Sandel amène un concept clé, sa propre définition de la corruption. Mais attention, là, on ne parle pas de pot de vin ou de corruption au sens légal. Pour lui, corrompre un bien, c'est le dégrader en le traitant avec des normes qui ne sont pas appropriées. Par exemple, traiter un bien civique comme une simple marchandise qu'on peut acheter et vendre. Et voilà comment il applique son concept. Vendre l'accès à la Cour suprême, ça change la signification même de cet accès. Ce n'est plus un acte de citoyenneté ouvert à tous sur la base du premier arrivé, premier servi, ça devient un bien de luxe. Ça transforme une institution civique en une sorte de service commercial. L'acte de marché a donc corrompu le bien lui-même. Passons maintenant au deuxième grand argument de Sandel qui est peut-être encore plus surprenant. C'est le mécanisme par lequel les incitatifs financiers peuvent carrément venir détruire les motivations qui, elles, ne sont pas marchandes. Ça, c'est une étude empirique assez célèbre. Pour essayer de régler le problème des parents qui arrivent en retard, une garderie a décidé d'introduire une amende. Logiquement, la théorie économique classique nous dirait que les retards devraient diminuer, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Le résultat est complètement contre-intuitif. Alors comment on explique ça? Sandel utilise cette distinction pour conceptualiser ce qui s'est passé. Avant l'amende, arriver en retard, c'était mal vu, ça créait un sentiment de culpabilité chez les parents. Mais l'amende, elle a transformé cette norme morale en une simple transaction. Les parents ne se sentaient plus coupables, ils payaient simplement pour un service additionnel, celui de faire garder leur enfant un peu plus longtemps. L'incitatif monétaire a donc évincé la norme morale de la ponctualité. Voici une autre observation empirique qui vient appuyer sa théorie. En Suisse, on a fait un sondage auprès des habitants d'un petit village pour savoir s'ils accepteraient un site de stockage de déchets nucléaires près de chez eux.
Les résultats sont spectaculaires. Quand la question était posée en termes de devoir civique, pour le bien commun, 51% des gens étaient d'accord. Mais quand on leur a offert de l'argent, une compensation financière annuelle, le taux d'acceptation a chuté à 25%. L'offre d'argent a transformé une question de responsabilité citoyenne en une transaction financière risquée et ça a complètement évincé leur sens du devoir. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Sandel utilise ces deux grands arguments pour en arriver à une conclusion qui a des implications vraiment profondes, autant pour l'économie que pour notre société. Au fond, le désaccord n'est pas juste une question d'efficacité économique, c'est une question philosophique beaucoup plus profonde sur la nature humaine. Ici, Sandel schématise vraiment bien deux visions du monde qui s'opposent. De côté, on a la pensée économique qui tente à voir la vertu, comme l'altruisme ou le civisme, comme une ressource limitée qu'il faut économiser. Les marchés seraient donc un moyen de ne pas gaspiller cette précieuse vertu. Et d'autre côté, on a la tradition philosophique qui, elle, voit la vertu comme un muscle. Plus on l'exerce, plus devient forte. L'implication de ça, elle est énorme. Si on remplace nos devoirs civiques par des marchés, on risque d'atrophier notre muscle citoyen. Et c'est ça la grande implication de son article. L'idée d'une économie sans valeur est une illusion. Pour décider si on doit avoir un marché pour les reins, pour les permis de procréer ou pour les places dans une file d'attente au Congrès, il faut avoir un vrai débat public. Un débat sur la signification de ces biens et sur les normes qui devraient les gouverner. L'économie, en somme, doit renouer avec la philosophie morale et politique. Au final, Sandel ne nous donne pas toutes les réponses, mais il nous force à poser la bonne question. Sa critique, elle ne vise pas à donner une solution facile, mais plutôt à nous montrer que cette question-là, on ne peut pas l'éviter. Et c'est en se la posant, tous ensemble, qu'on peut espérer bâtir une société qui soit un peu plus juste. C'est sur cette réflexion que se termine cette analyse.